Assalamu alaikum, chers téléspectateurs, chers élèves, chers amis professeurs. C'est Dr Sisseydou qui est avec vous. Donc, mes chers élèves, on va continuer toujours pour la sénétique chimie. L'autre jour, on avait divisé ça en trois parties. La première, en trois phases plutôt. La première phase était la leçon. Ok, donc je reviendrai un tout petit peu là-dessus. On a fait la deuxième phase, était des questions sous forme de questions-réponses. Ok. Et la dernière phase actuellement, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est la série d'exercices. Donc il est fondamental de comprendre d'abord le cours et d'aller faire les exercices. Donc ici, je vais vous présenter l'exercice numéro 1. Donc la série d'exercices, exercice numéro 1. Donc on oxyde à la date T égale à 0, un volume V1 est égal à 100 ml d'une solution S1 d'iodine de potassium, K plus I-. 2. Concentration C1 est égale à 4,64 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Par un volume V2 est égal à 100 ml d'une solution S2 d'oxygène, H2O2 de concentration C2 est égal à 4 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. On ajoute à ce mélange un volume négligeable d'acide sulfurique très concentré. Donc la première question qu'on vous demande, c'est de donner les couples redox bisangieux et d'écrire l'équation bilan de la réaction. Donc, un élève qui a très bien compris le cours n'aura pas de problème pour répondre à cette question. Alors, maintenant correction de la série, exercice numéro 1. Exercice numéro 1. Donc ici, mes chers élèves, les couples redox mis en jeu, bien évidemment, c'est I2, I-, H2O2, H2O. Ok, c'est pas la même chose. H2O2, c'est l'eau oxygénée, H2O, c'est l'eau. Donc, les couples redox mis en jeu, on a I2, I-, H2O2, H2O. Donc, ce sont des questions qu'on vous pose au baccalauréat et il y a des élèves qui ratent ces genres de questions. Ce sont des questions quand même à la portée de n'importe quel élève, sérieusement. Alors, ensuite, on vous dit de déterminer l'équation bilan de la réaction. Alors, l'équation bilan de la réaction, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs méthodes, mais je vous ai donné cette méthode en général utilisée avec pas mal de professeurs. Donc là, ici, la règle de gamma. Vous avez ici H2O2, il y a comme potentiel standard, c'est égal à 1,77 volts. Ici, comme potentiel standard égal à 0,54 volts. Ok. Donc, le plus grand, on le met ici et le plus petit est là. Donc, on applique la règle de gamma. Ça veut dire que le H2O2, il va être avec le I- à la fin de la réaction. I2 va être avec le H2O. Ok. Donc, on va appliquer d'abord les demi-équations. Ici, H2O2 donne H2O. Ok. Donc, ici, j'ai multiplié par 2. Pourquoi? Ici, j'ai H2, ici, j'ai H2. Ok. Ici, j'ai O2. Par contre, ici, j'ai un seul O. Donc, il faut que je multiplie par 2 pour que ça soit équilibré. Mais attention, le 2 est multiple aussi par le 2. Donc, ici, j'ai 4H, 2O. Ici, j'ai 4H. Par contre, ici, j'ai 1 seul H. Donc, pour que ça soit équilibré, je dois ajouter 2H+. 2H+, est équilibré, mais le 2 aussi est multiplié par 2+, que vous voyez. 2+, par contre, ici, il n'y a rien, donc j'ajoute ici 2 électrons. Ok, vous voyez que c'est équilibré. Hein? Alors, maintenant, comme je vous l'ai dit l'autre jour, au lieu, on revient ici, I2, I-, le deuxième, au lieu de dire I2 donne I-, c'est I- donne I2. Attention pour le deuxième. Ok? Donc, I- donne I2. Ok? Donc, on multiplie par 2. Ok? Donc, on additionne, on ajoute plutôt 2 électrons de moins pour que ça soit équilibré du point de vue électronique. Alors, là, on simplifie les électrons ici. 2 électrons, 2 électrons. Comme je vous ai dit, si les électrons sont dans la même phase, ici, ça signifie que vous avez commis une erreur. Ne continuez pas. Donc, ici, l'équation bilan consiste à additionner ça et ça. Ok? Donc, H2O2 plus H2O, H2O2, pardon, plus 2H+, plus 2I-. Donc, là, j'additionne ça, 2I-, donne 2H2O plus I2. Ok? Donc, c'était ça la première question, mes chers élèves. Donc, les couples redox mis en jeu. Ok? Et à chaque fois, en général, on vous pose ces genres de questions. Quels sont les couples redox mis en jeu? On peut donner des thiosulfate, des zinc, n'importe quoi. Ok? Les couples redox mis en jeu et l'équation bilan de réaction. Mais quand même, ce qui est essentiel, il faut avoir quand même une méthode qui est efficace.
Ok, il y a plusieurs méthodes. Je ne dis pas qu'il y a une seule méthode pour aboutir quand même à l'équation bilan de la réaction. Ok, mais la règle de gamma quand même, elle est plus simple. Ok, connue en général, par tous les professeurs en général. Ok. Donc, on revient à la deuxième question, mes chers élèves. Ici, on vous demande de calculer à la date T est égal à 0, la concentration de I- et celle de H2O2 dans le mélange, lequel de deux est le réactif annexé. Alors, mes chers élèves, donc là, vous comprenez très bien que c'est toujours la leçon. Si vous ne maîtrisez pas la leçon, vous ne pouvez pas répondre aux questions, c'est évident. Ok? Donc, réactif en excès, il faut savoir, ça veut dire quoi? C'est le plus grand en fait. Parmi les deux réactifs que vous voyez, ici, les réactifs, ici vous avez, ici ça c'est des réactifs et là c'est des produits. Alors, maintenant, il faut aussi savoir ce qui est bien sûr le réactif limitant. Le réactif limitant, on a dit, c'est le réactif le plus petit, c'est le réactif en défaut. Maintenant, comment faire pour déterminer les réactifs en excès? C'est important. Ok? Bon, là, dès le début, on vous demande ici la deuxième question, de calculer les concentrations initiales. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez passer par les concentrations initiales, comme vous pouvez passer par les quantités de matière. Mais ici, dans l'exercice, c'est l'exercice qui va te guider. L'exercice t'a demandé de calculer d'abord les concentrations. Donc, on peut utiliser ici les concentrations. Si l'exercice nous avait demandé les quantités de matière, on pouvait utiliser les quantités de matière. Donc, c'est les concentrations initiales divisées par le coefficient stoichiométrique. Ici, pour répondre à notre question, le plus grand correspondra au réactif limitant. Mais attention, c'est divisé par le coefficient stoichiométrique. C'est après avoir divisé par le coefficient stoichiométrique, là, tu vas prendre la décision finale. Il ne faut pas calculer les concentrations initiales et automatiquement, tu réponds. Donc là, dès que tu fais ça, tu ne trouveras rien du tout. C'est après avoir calculé les concentrations initiales, maintenant, tu divises par leur coefficient stoichiométrique. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit l'autre jour? Que l'équation bilan est fondamentale. Dès que tu rates l'équation de la réaction, en général, tu rates le 3/4 de l'exercice. Ok? Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? La deuxième question, donc, comme je vous l'ai dit, il faut avoir l'habitude, en général, de reformuler la question. Calculons la concentration de I- et celle de H2O2, mais ce sont les concentrations, initiales. Ok? C'est les concentrations initiales. Mais les concentrations initiales, c'est très simple. C'est C fois V divisé par le volume total. Par définition, la concentration, c'est quoi? C'est N sur V. Ok, la concentration, c'est N sur V. Mais ici, c'est un mélange. Donc, C fois V divisé par quoi? Par le volume total. Le volume bien sûr, des volumes qu'on a ici, de H2O2 et celle de I-. N'est-ce pas? Donc, C1 fois V1 divisé par le volume total. Et là, on obtient 2,32 fois 10 puissance moins 2. Maintenant, l'unité de la concentration, c'est en mol par litre. Alors, ici aussi, la même chose, la concentration de H2O2, c'est donné dans l'exercice, c'est C2V2 divisé par le volume total. Ok? C'est 2 fois 10 puissance moins 2 moles par litre. Donc, automatiquement, là, on ne peut pas dire que, oui, c'est I- le réactif annexé, parce que là, on a... Non, on ne peut pas le faire. Là, il faut diviser d'abord par les coefficients stoichiométriques. Les coefficients stoichiométriques, ça veut dire quoi? C'est qui est là, c'est qui est devant. Hein? Là. En mathématiques, vous appelez ça coefficient directeur. Là, on répond, on reformule la question toujours. On nous dit déterminer le réactif en excès. Ce n'est pas le réactif limitant. Le réactif en excès, c'est le plus grand. Donc, la concentration de H2O2 initiale divisée par son coefficient stoichiométrique, c'est 1, divisé, et la concentration de I- divisée par 2. Donc là, on constate clairement que ici, 2,32 fois 10 puissance moins 2 divisé par 2 sera plus petit que 2 divisé par 1. Ok? Donc, ici, on dira que ici, H2O2 est le réactif en excès. Donc, vous voyez comment on le fait. C'est étape par étape. On calcule d'abord les concentrations initiales. Ok? Après, on divise par leur coefficient stoichiométrique. Le plus petit correspond au réactif limitant. Mais ici, dans l'exercice, c'est le réactif en excès qu'on demande, le plus grand. Le réactif en excès ici correspondra à celle qui a, bien sûr, la plus grande valeur. Donc, ici, on constate que c'est l'eau oxygénée, H2O2. Donc,
Ici, on a répondu à la question, c'est H2O2, puisque c'est le plus grand, c'est le réactif annexé. Si on nous avait dit le réactif limitant, bien sûr, on allait prendre ici I- et le réactif limitant, il disparaît à la fin de la réaction, mes chers élèves. Vous le savez très bien. Ok? Dès que tu fais ça au baccalauréat, il y a le point. Alors, la question 3. Donc, je disais que pour déterminer le réactif annexé, il faut prendre les concentrations initiales, leur valeur, divisées par leur coefficient stoichiométrique. Ici, on a la concentration de I-, on a trouvé 2,32 fois 10 puissance moins 2 mol par litre, et la concentration de H2O2 est égale à 2 fois 10 puissance moins 2. Maintenant, attention, j'ai dit qu'en général, les élèves disent que voilà, le plus grand, c'est... Non, pas du tout. C'est 2, c'est I-. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Pour déterminer le réactif limitant ou le réactif annexé, il faut diviser par le coefficient stoichiométrique. Et ici, le coefficient stoichiométrique, c'est quoi? C'est ce qui est devant ici. Ok? Maintenant, quand on prend la concentration de I-, 2,32, quand on divise par le coefficient stoichiométrique ici, c'est 2. Ok? Quand on divise par 2, on aura 1, ok? Maintenant, quand on prend la concentration de H2O2, ici, son coefficient stoichiométrique, c'est 1. Quand on divise ça par 1, vous savez très bien que ça ne change pas. Donc, 2 sera supérieur à, bien sûr, 1, donc on dira que H2O2 est supérieur à la concentration, bien sûr, c'est 1 à la concentration I- divisé par 2, par le coefficient stoichiométrique. Attention. Donc on dira, en conclusion, donc H2O2 est le réactif annexé, mes chers élèves. C'est clair? Alors, on revient, on continue, pardon. Donc 3, on détermine à différents instants la concentration d'iode de formé, on obtient la courbe ci-dessus. Donc là, vous avez la courbe, ok, la concentration d'I2, 10 puissance moins 3, ici en fonction du temps. Ok. Alors, la première question, on vous dit de définir la vitesse instantanée de formation de I2 et la calculer à la date t est égale à 12,5 minutes. Et après, on vous demande de en déduire la vitesse de I- à cette date. Donc, c'est toujours la leçon. Donc, la vitesse instantanée de formation, c'est la dérivée de la concentration par rapport au temps, ce qui correspond au coefficient directeur de la tangente à une date t. Mais en général, on dit à une date t. Mais là, à t égale à 12,5, puisqu'on nous a précisé ça. OK. Donc, la vitesse, je répète, la vitesse instantanée de formation de I2, c'est la dérivée de la concentration par rapport au temps, ce qui correspond au coefficient directeur de la tangente à t est égal à 12,5. Ok, c'est ça la définition. On l'a fait l'autre jour. Donc, ici, la question 3.1, vous voyez la définition V égale à la dérivée de I2 par rapport au temps. Ça, c'est la formule mathématique. Mais attention, la formule littérale aussi est importante. Au baccalauréat, il faut le mémoriser. Donc, quand on vous demande de définir la vitesse, donc la définition littérale, elle est importante. Et aussi, la définition mathématique. À la fin, je vous dis ça. À chaque fois, je vous le dis, pas de chimie ou ça, mathématique, c'est impossible. Donc, c'est la dérivée de la concentration de I2 par rapport au temps, ce qui correspond au coefficient directeur de la tangente à une date, à t est égal à 12,5. Donc là, on vous a précisé la date. OK? Et vous donnez la formule mathématique et vous encadrez. Donc, ici, le correcteur au baccalauréat, dès qu'il voit ça, il sait qu'il a affaire à un bon élève. Mais un élève qui donne la formule mathématique comme ça, donc, ça reste. Si c'était un point, tu auras 0,5. Et oui, ça c'est sûr et certain, tu auras 0,5. Tu n'auras pas tous les points. Et c'est un gain de points, bien sûr, au baccalauréat. Et on vous demande de calculer à t égale à 12,5. Je vous avais dit qu'attention, pour calculer la vitesse instantanée et la vitesse moyenne, ce n'est pas la même chose. Il faut faire la différence. Il y a des élèves qui croient que c'est la même chose. Non, attention. Donc, on va un tout petit peu revenir là-dessus. Regardez. On vous a donné ici une courbe. Et ici, t est égal à 12,5, on vous a donné ça. Et d'ailleurs, la tangente est déjà tracée ici. Elle est déjà tracée. OK? Donc là, mes chers élèves, donc on choisit 2 points sur la tangente qui est déjà tracée ici. Donc, de préférence, ici et la fin. Mais vous avez le choix. Mais aussi, vous les élèves, dès qu'on vous dit que vous avez le choix, vous choisissez des points inexacts. OK? Choisissez des points qui sont exacts. OK? Ou vous avez
ici les coordonnées qui sont vraiment exactes. Ok? Donc là, vous avez ça, A et là, B. Ok? Donc V, I2 est égal à quoi? Dérivée de I2 par rapport au temps. C'est quoi? VI2 à T égale à 12,5. C'est égal à la concentration de I2 au point B, ici. Donc là, tu projettes ici, tu vas voir c'est combien. Mais la concentration de I2 au point A sur TB, TA et TA, ici, vous considérez que c'est égal à 0. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Et là, vous ne pouvez pas rater ça. Mais attention, ici, on vous demande, à chaque fois, on vous met, en général, fois 10 puissance moins quelque chose. Ok, donc ça, il faut retenir. Il faut mettre ça en facteur. Donc, on revient là à la réponse. Donc, ici, on vous demande, calculons, qu'est-ce qu'on reformule toujours la question, calculons VI2, ok, à T égale à 12,5. Donc, vous posez la formule, V, la concentration de I2 au point B, moins la concentration de I2 au point A, c'est TB moins TA. Donc ici, j'ai choisi ces points-là, 12,5 moins 5,9 fois 10 puissance moins 3. Pourquoi? Parce que ici, on a mis la concentration de I2 fois 10 puissance moins 3. C'est la courbe. Attention. Donc, divisé par 27,5 moins 0. Et là, on obtient V égale à 2,5 par 10 puissance moins 4. Bon, maintenant, limité. Mol par litre par minute. C'est important. OK? Donc, c'était la définition d'abord et calculer la vitesse à t égale à 12,5. Et on vous demande ici de déduire la vitesse de disparition de I- à cette date, ça veut dire à 12. Donc, je reviens au schéma qu'on vous a donné ici. Donc là, on vous a déjà tracé la tangente. OK? Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez le choix de choisir deux points. OK? Deux points que vous voulez. OK? Mais comme je vous l'ai dit, de préférence, ici, là, on coupe la tangente. OK? Par exemple, là, c'est précis. Mais là, c'est après 5, c'est pas 6, c'est 5,9. OK? Le point A. Donc là, on va appeler ça le point A. Et l'autre, le point B. OK? Maintenant, le point B, on va choisir un autre point. OK? Bon, choisissons, par exemple, ce point. Entre 25 et... Donc, c'est 27,5. OK? De 27,5, donc à peu près c'est là. OK? Donc le point B. OK? Donc ici, on va choisir donc, les coordonnées de A, de donc sur l'axe des ordonnées, ça veut dire concentration. Ici, on aura 5,9. Maintenant, son temps, c'est 0. Et ici, ça va correspondre à peu près à 12,8. Et le temps, c'est 27,5. OK? Donc, voilà, c'est très simple. Il suffit juste de projeter ici le temps, c'est combien égal. Mais vous avez le choix de choisir d'autres points aussi. Au baccalauréat, c'est un intervalle. On ne va pas dire que exactement tu vas trouver 2,5. Un élève qui trouve 2,4, c'est correct. OK? Il y a une marge d'erreur. OK? Alors, donc, raison pour laquelle, mes chers élèves, ici, j'ai choisi, on a 12,8 moins 5,9 fois 10 puissance moins 3. OK, donc factorisé par 10 puissance moins 3 divisé par 27,5 moins 0. Donc là, on obtient 2,5 par 10 puissance moins 4 mol par litre par minute. OK, donc il ne faut pas oublier les unités. Donc là, on vous demande de déduisons VI- à cette date. Donc I-, vous constatez que d'après l'équation bilan de réaction, I-, il est réactif. OK, et les réactifs disparaissent. Là, une courbe de disparition. Mais attention, là, vous allez vous dire que on a une courbe de formation. Comment déterminer cette vitesse? Maintenant, c'est un problème. En général, ça pose problème. Parce que vous allez dire que on nous a donné une courbe de formation. Et là, on vous demande V, I- disparaît. Maintenant, là, vous allez utiliser la relation entre les vitesses. Il y a une relation qui les lie. OK, c'est très simple. Cette relation, vous allez mettre tout simplement VI2 divisé par son coefficient stoichiométrique, c'est 1 est égal à VI- divisé par son coefficient stoichiométrique, c'est 2. Et là aussi, c'est l'équation bilan de réaction. Je vous ai dit ça. L'équation bilan de réaction, pour l'équation bilan de réaction, tout ce qui viendra, ne t'en fais pas, tu passeras à côté. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre le temps de bien faire l'équation bilan de réaction.
Au baccalauréat, c'est sur 7 points pour la série, 9 points pour la série D, et 9 points, vous pouvez avoir 8. Donc, ici, on revient à la question. Donc, VI2 divisé par son coefficient psychométrique égale à VI- divisé par son coefficient psychométrique, c'est 2. Donc là, on va faire ici, donc multiplier par 2. VI- c'est ce qu'on cherche. Égale à VI2 fois 2. Ok, VI- égale à 2 fois VI-2. VI- égale à 2 fois VI-2. Vous voyez? Donc là, nous, ce qu'on cherche, c'est VI-. Donc, VI2, on l'a déjà calculé, ça est là. VI2. VI2. Ça, on l'a déjà calculé. Et nous, ce qu'on cherche, c'est VI-. Donc, c'est la relation entre les vitesses. VI2 divisé par 1 égale à VI- divisé par 2. Et VI- égale à 2 fois la constante. Et ça, c'est des mathématiques aussi. Fois VI2. Donc, VI- égale à 2 fois VI-2. VI-, donc, d'après mes calculs, donc c'est 2,5, c'est 2,5 multiplié par 2, c'est 5 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Alors, par minute, bien sûr. Et on vous demande, après, cette question n'est pas encore terminée, on revient au schéma. On vous demande comment évoluent ces vitesses en fonction du temps. Quel est le facteur cinétique responsable? Alors, comment évolue cette vitesse au cours du temps? Au cours du temps, la concentration va diminuer. Et on a fait ce qu'on appelle les facteurs cinétiques. On a dit que ce sont des paramètres qui modifient, en physique-chimie, qui modifient la vitesse de la réaction. Si la concentration est petite, la vitesse elle est petite. Si la concentration est grande, la vitesse elle est grande. Donc c'est comme ça. Ok? Bon, c'est comme les voitures, les chevaux. Ils ne sont pas pareils. Il y a des voitures de 12 chevaux, de 5 chevaux, et ainsi de suite. Il y a des voitures, voilà. Donc, ici, au cours du temps, il ne faut pas regarder ici. Au cours du temps, les concentrations de réactifs vont s'épuiser, ils vont se fatiguer. Ok? Raison pour laquelle la vitesse va diminuer au cours du temps. Mais si la concentration augmente, la vitesse, effectivement, va augmenter. Maintenant, au cours du temps, les réactifs vont disparaître. Totalement ou partiellement, ça, on va voir ça, mais ils vont disparaître. Mais dès qu'ils disparaissent, la vitesse va diminuer, c'est évident. Ok? Mais ça, si vous voulez savoir ça, c'est très simple. On vous demande de calculer la vitesse instantanée à la date t égale à 12,5. Maintenant, regardez au cours du temps. Prenez à la date t égale à 30, par exemple. La valeur que vous trouverez sera inférieure à la valeur à la date t égale à 12,5, mes chers élèves. Donc, ici, au cours du temps, donc l'évolution des vitesses, donc ces vitesses diminuent au cours du temps. Ok? Ici, on ne parle pas de température ni catalyseur, un peu. Donc, le facteur cinétique responsable ici, c'est la concentration des réactifs. Donc, puisque les réactifs diminuent, la vitesse va diminuer. Mais ce n'est pas le seul facteur cinétique. Vous avez la température, vous avez le catalyseur, qui est bien sûr une entité chimique qui, utilisée à faible dose, modifie la vitesse de la réaction chimique. Ok? Donc, ça aussi, on avait parlé de ça, catalyseur homogène, hétérogène, deux types de catalyseurs. Alors, donc la vitesse diminue au cours du temps, c'est ça la réponse. Pourquoi? Parce que tout simplement la concentration des réactifs diminue au cours du temps. Donc l'avant-dernière question, la question 3.2, calculer la concentration de I- et H2O2 présents dans le mélange réactionnel à la date t égale à 30. Donc là, attention, en général, vous ratez ces genre de questions, mes chers élèves. Vous les ratez pourquoi? Parce que vous croyez que ici, on vous demande la concentration initiale. Non, pas du tout. On ne vous demande pas la concentration initiale. On vous demande de calculer la concentration à la date t égale à 30. Et vous voyez, à la date t égale à 30, la réaction est encore inachevée, elle n'est pas encore terminée. Donc ici, la concentration cherchée, c'est la concentration restante. Donc regardez très bien, à la date t égale à 30, t égale à 30. Donc c'est la concentration restante qu'on vous demande ici. Donc là, vous allez, comme ici les volumes étant constants, vous pouvez utiliser la Lavoisier bien sûr, la concentration ici initiale égale à la concentration restante, plus disparue, vous tirez la concentration restante. Mais attention, la courbe fournie ici, c'est la courbe de I2. Donc, à la date t égale à 30, on doit d'abord déterminer la concentration de I2. À la date t égale à 30, et ce qui nous donne 11 par 10 puissance moins 3, ou 1,1 par 10 puissance moins 2. Ok? Je veux dire que ça m'aidera, puisqu'on vous demande la concentration de I- et H2O2. Ce n'est pas leur courbe qu'on vous donne ici.
Mais ce qu'on vous donne ici, c'est la courbe de I2. Vous pouvez passer par la relation de vitesse, par la relation, bien sûr, de rapport stoichiométrique pour déterminer la concentration de I- disparu, bien sûr, et de H2O2. Et voyons ce qu'on a fait ici. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est une concentration restante qu'on demande. Donc, d'après la courbe, à T égale à 30, comme je vous l'ai dit, la concentration de I2 est égale à 1,1 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc, la concentration de I- restante est égale à quoi? Initiale moins disparu. Élément d'où la concentration initiale égale à restante plus disparu. Ok. Maintenant, c'est restante qu'on cherche. Pourquoi? Parce que de T égale à 30. La concentration de I- restante égale à initiale moins disparu. Maintenant, rappelez-vous très bien, la concentration de I- initiale, on l'a déjà calculé. Mais ce qu'on n'a pas, c'est la concentration de I- disparu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la relation. Ça veut dire la concentration, regardez, la concentration de I-, divisé par son coefficient stoichiométrique, c'est comme la vitesse, égale à la concentration de I2 divisé par 1. Donc, nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche ça. Donc, la concentration, ce qui implique à dire que la concentration de I-, ok, bon, disparu, bien sûr, égale à la concentration, égale à 2 fois la concentration de I2. Ok? Donc, c'est ce qui est là. La concentration disparue est égale à la concentration initiale qui est là, mais la concentration ici disparue, on l'a fait ici, égale à 2 fois la concentration de I2. Ok. La concentration revient à la formule. La concentration de I- égale à 2, la concentration de I- restante égale à la concentration initiale, on l'avait calculé, 2,32 fois 10 puissance moins 2, moins 2,2. Pourquoi? C'est 2 fois 1,1 fois 10 puissance moins 2 égale à 0,12 fois 10 puissance moins 2. C'est 0,12 fois 10 puissance moins 2. La même chose pour la concentration de H2O2. La concentration de H2O2 restante égale à la concentration initiale moins la concentration disparue. La concentration restante égale à la concentration initiale moins la concentration I2. Pourquoi? Parce qu'ici, ils ont le même coefficient stoichiométrique. Puisque H2O2, la concentration, ici, son coefficient stoichiométrique, vous savez très bien, c'est 1. Et I2, pardon, c'est 1. Donc, comme ils ont le même coefficient stoichiométrique, donc égal à la concentration de I2 tout simplement. Donc on remplace tout simplement 2 fois 10 puissance moins 2 moins 1,1 fois 10 puissance moins 2 et on obtient la concentration restante ici égale à 0,9 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Alors, la quatrième et la dernière question, qu'est-ce qu'on vous demande? Ici, déterminer le temps de demi-réaction. Donc la définition aussi, il faut connaître la définition. Le temps de demi-réaction, c'est quoi? C'est le temps au bout duquel la moitié du réactif limitant a été consommé. Le temps de demi-réaction, c'est quoi? C'est le temps au bout duquel la moitié du réactif limitant a été consommé, mes chers élèves. Donc attention, en général, vous commettez une grosse erreur de baccalauréat. On vous dit temps de demi-réaction, vous regardez le temps qui est là et vous le divisez par 2. Non, ne faites pas ça. Vous voyez le 80, vous le divisez par 2, vous dites c'est 40. Non, ça, c'est pas ça le temps de demi-réaction. Ça, ce n'est pas comprendre le cours. Le temps de demi-réaction, c'est quoi? Il faut connaître la définition. C'est le temps au bout duquel la moitié du réactif limitant a été consommée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la courbe fournie, notre courbe, ici. Ok. On projette ici la concentration, ce qu'on appelle la concentration à l'infini. Ok. Exemple, si on trouve ici 12, ici c'est 12 par exemple, on divise par 2. 12 par 2 c'est 6, il n'y a pas un élève qui ne connaît pas ça. Donc, tu projettes ici, c'est la courbe. Tu le projettes ici, T1 demi, c'est ça. Je répète, la concentration à l'infini, tu projettes. Ok? Tu divises ça par 2. Cette concentration que tu trouves, tu divises ça par 2. Donc là, j'avais trouvé 12, divisé par 2, 6. Donc je donne juste un exemple. Ici, je le projette, ici, c'est la courbe. Ça veut dire la concentration que j'avais ici divisée par 2, je le projette sur la courbe ici. Et si je le projette sur l'axe de temps ici. C'est ça le temps de demi-réaction. Donc, le temps de demi-réaction, c'est le temps au bout duquel la moitié de l'activité a été consommée. Et la concentration à l'infini correspondra à la concentration, bien sûr, du réactif limitant divisé par le coefficient stoichiométrique. Ok, ça on le verra avec les autres exercices. Donc ici, mes chers élèves, ici le temps de demi-réaction, par définition, je vous ai donné ça, T1 demi, on va trouver à peu près 5 minutes. Mes chers élèves, donc, je pense que l'exercice numéro 1 touche à sa fin.
Mais ce qui est essentiel quand même, il faut voir les choses que nous connaissiez pas et les maîtriser. Donc, dès que tu fais l'exercice 1, les autres exercices, ça va être du gâteau. Ok? Donc, on va attaquer, Inch'Allah, tout de suite l'exercice numéro 2. Au salam.